Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce web journal du 19 février. Je suis actuellement en compagnie de ma collègue Audrey Hott-Grondin qui a fait le tour des principaux journaux ce matin. Bonjour Audrey. Bonjour Julie. Premièrement, à la une du journal Le Quotidien, sous la plume d'Hélène Barry de La Presse, on nous parle de Rio Tinto Alcan. Effectivement, Julie, on lit que les investissements chez Rio Tinto Alcan au Saguenay-Lac-Saint-Jean devront attendre. Cette annonce a été faite par le chef de la direction de RTA, Alfredo Barrios, hier lors d'une allocution devant les membres de la Chambre de commerce de Montréal. Malgré les profits de plus de 1,2 million de dollars en 2014, le contexte difficile qui frappe le secteur minier affecte Rio Tinto et par le fait même RTA. Alfredo Barrios affirme qu'ils doivent améliorer davantage leur rendement et leur flux de trésorerie. S'ils y parviennent, ils auront le mérite et le droit d'investir et de croître, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alfredo Barrios souligne aussi que malgré les excellents résultats financiers, le prix de l'aluminium est revenu au même niveau qu'en 2014, ce qui force l'entreprise à maintenir ses efforts de réduction de coûts et à repousser les investissements majeurs, comme on parle de ceux attendus pour l'usine AP60 à Jonquière et l'aluminerie d'Alma. Puis du côté de l'édition régionale du Journal de Québec, on nous parle de produits forestiers résolus. Oui, des agents de la Gendarmerie royale du Canada et des inspecteurs d'Environnement Canada effectuent depuis hier, et ce peut-être jusqu'à demain, une perquisition dans les bureaux de l'usine de production de pâtes Kraft à Saint-Félicien. Selon le porte-parole de Produits forestiers résolus PFR, Carl Blackburn, ils effectuent des vérifications environnementales sur des événements qui remontent à 2010, lorsque c'était Fibrec qui avait l'usine. Actuellement, PFR l'a, mais seulement depuis 2012. Les déversements des eaux usées de l'usine à plusieurs reprises au cours des dernières années dans la rivière Mouchouane seraient dans la loupe des enquêteurs, mais la nature des recherches reste confidentielle. Puis dans Le Devoir, on peut lire un dossier sur les itinérants, Audrey. Oui, sous la plume d'Isabelle Paré, on peut lire que Montréal procédera pour la première fois à un dénombrement des personnes itinérantes sur l'île de Montréal le 24 mars prochain. 600 bénévoles et travailleurs de rue arpenteront les coins de rue, les refuges et souterrains en soirée pour dresser un portrait de l'itinérance dans la métropole. Plusieurs Montréalais pourront même se faire demander « Bonjour monsieur, êtes-vous en situation d'itinérance ?» Des villes canadiennes comme Vancouver, Calgary et Ottawa utilisent cette méthode pour dénombrer le nombre d'itinérants dans leur ville. Les chiffres sur le portrait de l'itinérance à Montréal datent d'il y a 20 ans et sont basés seulement sur la fréquentation annuelle dans les refuges. En 1995, on évaluait 20 000 à 25 000 itinérants à Montréal. C'est la première mesure découlant du plan d'action montréalais en itinérance dressé par le maire Denis Coderre à l'automne dernier. Puis pour terminer, à la une de La Presse, on parle d'un sondage réalisé par la Maison Crop. Oui, selon un sondage Crop réalisé du 11 au 15 février dernier auprès de 1000 internautes, avec Pierre-Carl Péladeau à la tête du Parti québécois, il serait vraiment en avance sur les libéraux de Philippe Couillard. Le PQ obtiendrait 37 % des voix contre 33 % pour le Parti libéral du Québec et 18 % pour la coalition Avenir Québec. Le vice-président de la firme Crop, Yuri Rivet, affirme que lorsque le PQ a une telle avance, il gagne habituellement les élections. Les trois adversaires de Pierre-Carl Péladeau, Bernard Drainville, Martine Ouellette et Alexandre Cloutier, seraient quant à eux derrière le Parti libéral du Québec. Notons que les prochaines élections sont seulement dans 3 ans. Merci beaucoup, Audrey. Ça fait plaisir, Julie. À ce propos, Jérémy Legault a tâté le pouls des gens sur la question du sondage Crop ce matin. La majorité des répondants rencontrés sur la rue se disent favorables à élire le Parti québécois si Pierre-Carl Péladeau en est le chef. Jérémy Legault, les qualités de meneur de M. Péladeau feraient sa principale force selon les personnes interrogées. Oui, exactement, Julie. Donc, les personnes que j'ai rencontrées ce matin dans la rue se disent favorables à l'élection de M. Pierre-Carl Péladeau à la tête de la province, car ils trouvent qu'il a de très bonnes qualités en termes de leadership. Donc, selon eux, son passé d'homme d'affaires et d'entreprise serait très bien pour une province comme la nôtre. À ce sujet, on va écouter quelques témoignages des personnes que j'ai interrogées ce matin. Bien, moi, je trouve que c'est formidable pour le PQ. Pierre-Carl Péladeau, c'est un bon candidat, va faire un bon chef. C'est pas un politicien d'abord, c'est un gars d'affaires. Oui et non, là, mais on verra avec l'avenir, je ne sais pas. Là. Je dirais que oui, éventuellement, je pourrais peut-être y donner une chance.
Puis, généralement, Jérémy, quel est le point négatif que les gens attribuent à M. Pellado? Eh bien, certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec le sondage CROP affirment que M. Pierre-Carl Pellado n'est pas un homme politique, mais plutôt un homme de finances, d'argent. Donc, selon eux, ils pensent qu'il n'a pas d'affaires en politique et que le voir à la tête du pays reviendrait un petit peu à nommer un PDG d'une compagnie. Et ils ne veulent pas ça puisqu'ils considèrent que la province est une société et qu'ils ne veulent pas gérer ça comme une compagnie. Certaines personnes ont aussi affirmé que M. Pellado manque un petit peu de charisme. On l'a vu un petit peu avec dans les dernières semaines, là, avec ces petites altercations qui ont créé certains malaises à la grandeur du Québec. Donc, selon eux, M. Pellado n'a pas assez de charisme pour diriger une province, là. Donc, c'est ce qui a été retenu jusqu'à maintenant. Puis, les personnes que vous avez questionnées croient-elles que le sondage est significatif? Bien entendu, les personnes pensent que ça peut être significatif, mais il faut aussi être réaliste puisqu'on est encore à 3 ans et demi des élections. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chemin à faire concernant la chefferie au PQ et au Québec. Merci, Jérémy. Ça fait plaisir. La coordonnatrice de Logement Trade, Sonia Côté, sonne l'alarme et demande à la Ville de Saguenay d'annoncer immédiatement la décontamination du terrain qui servira à la construction de la coopérative d'habitation La Persévérance sur le boulevard Saguenay. Si ce n'est pas fait, elle menace de faire la grève de la faim. Sterling Forestal, Sonia Côté est-elle sérieuse? Effectivement, je me suis entretenue avec elle ce matin. Elle affirme qu'elle est vraiment désespérée, qu'elle a tout tenté, mais la ville ne bronche pas. Elle m'a annoncé aussi que prochainement, le 24 février prochain, il y aura une réunion avec le conseil d'administration de Logement Trade pour vraiment décider si vraiment elle va aller en grève. Mais elle est vraiment très sérieuse. Elle affirme que c'est vraiment sa dernière solution pour faire avancer le dossier. Puis, que risque-t-il de se passer si la Ville ne bouge pas? En fait, c'est vraiment 27 familles qui sont dans le besoin, selon elle, qui n'auront pas accès à ces logements-là. Et pour elle, c'est vraiment très grave parce que dans la région, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce bâtiment. Puis, Sterling, la lutte de Sonia Côté ne date pas d'hier. Effectivement, elle m'a dit qu'elle a commencé tout le processus il y a 2 ans. Entre autres, ils ont pu ramasser 2,7 millions de dollars en dons et en subventions, dont 4 465 dollars en seulement 15 jours. Et elle affirme que tout ce qui manque, c'est vraiment l'aide de la Ville. Ce qui est dommage aussi, selon elle, c'est parce que le 12 janvier dernier, la Société d'habitation du Québec a annoncé qu'ils vont, avec le programme Accès Logis, ils vont être coupés de 121 millions de dollars, ce qui va vraiment faire mal à l'organisme. Et aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que les travaux pour la construction du bâtiment totalisent 350 000 dollars. Merci, Sterling. Ça me fait plaisir. Plus de 200 personnes ont assisté hier soir à la séance d'information du Bureau d'audience publique sur l'environnement sur le projet d'Ariane Phosphate à Saguenay. La compagnie souhaite exploiter une mine d'apatite dans le secteur du Lac-Apol, à 200 km au nord de Saguenay. Le collectif de L'Anse-à-Pelletier à Saint-Fulgence s'est dit en faveur du projet d'Ariane Phosphate, mais ses membres s'opposent à la construction d'un quai minéralier sur leur territoire. Ils estiment que le port déjà existant de Grand'Anse pourrait être accompagné par la compagnie. Dans les zones de vigilature, plusieurs appréhendent les effets du passage des camions remplis de minerais sur leur quiétude. Quoi qu'il en soit, la minière croit qu'elle pourra réaliser son projet selon l'échéancier prévu et après les audiences publiques du BAP qu'elle souhaite dans les meilleurs délais. La commission scolaire de la Jonquière n'appuie pas les fouilles à nu dans les écoles secondaires. Au contraire, les intervenants pensent que c'est primordial de rencontrer l'élève s'ils ont des doutes concernant une possession de drogue pour s'assurer que l'étudiant comprenne bien les raisons qui l'amènent jusque-là. Véronique Bissonnette, il y a déjà eu des cas de possession de drogue dans la commission scolaire de la Jonquière. Oui, plusieurs. Selon la conseillère aux communications, Marie-Ève Desrosiers, à cette même commission scolaire, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est une problématique qui existe, même s'ils assurent tout faire pour l'éviter. D'ailleurs, la commission scolaire n'adhère pas aux fouilles à nu envers les étudiants qui auraient de la drogue en leur possession. On se rappelle que dernièrement, une jeune fille de 15 ans a été fouillée à nu à la commission scolaire de la capitale et elle avait même dû enlever ses sous-vêtements. Donc, elle s'est sentie humiliée, voire violée. Et cet événement a soulevé énormément de réactions, de vives réaction, mais c'est surtout que le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, s'en est mêlé et a défendu cette façon de faire. On écoute Marie-Ève Desrosiers à ce sujet.
Bien, écoutez, c'est pas une pratique qu'on utilise chez nous. Donc, notre façon de fonctionner n'est pas du tout pareille. Chez nous, il n'y a pas de fouille à nu qui se passe dans nos écoles secondaires. Puis Véronique, quel est le protocole à la commission scolaire s'ils pensent avoir un étudiant en possession de drogue? D'abord, s'ils ont des doutes raisonnables, ils vont rencontrer l'élève et lui expliquer pourquoi. Marie-Ève Desrosiers mentionne que c'est important que l'élève comprenne les raisons de leurs doutes. D'ailleurs, les parents sont aussitôt contactés et vont collaborer avec les intervenants. Ensuite de ça, il est possible que l'étudiant doive vider ses poches et les intervenants sont autorisés à les tâter. Il est impératif qu'il enlève ses chaussures et ses bas puisque c'est souvent à cet endroit qu'on retrouve de la drogue. Et en dernier lieu, il pourra légèrement baisser la ceinture de son pantalon, mais ça se limite vraiment à ça. Et s'ils ont d'autres soupçons, le dossier est transféré au corps policier qui va assurer un suivi. Puis, est-ce vrai que tout ce protocole n'est appliqué que dans quelques cas? Oui, absolument. Les intervenants ne passent pas à travers tout ce processus. En fait, très rarement. Les élèves sont généralement très honnêtes. On écoute la conseillère aux communications. Ce qui est important, ce qui est intéressant de savoir, c'est que lors de la rencontre d'explication, souvent, je dirais, là, c'est pas exhaustif, mais souvent à 60% des cas, le jeune va remettre lui-même la drogue. Enfin, tout avec ses sorties dans les médias, la commission scolaire ne pense pas changer sa façon de faire et croit que c'est une bonne approche envers les consommateurs de drogue des 3 écoles secondaires sur leur territoire. Merci Véronique. Ça fait plaisir. Malgré leurs horaires peu stables, les thanatologues qui pratiquent leur métier en région sont choyés. À cause du manque d'employés dans les salons funéraires, ils peuvent exercer différentes tâches. Laurie Fortin, la situation est contradictoire dans les grands centres. Effectivement, les thanatologues de la région ont une belle opportunité de toucher à tous les aspects du métier, contrairement à ceux des grands centres qui doivent se spécialiser dans un domaine en particulier. Même s'il y a de meilleures conditions de travail dans les grands centres, les thanatologues de la région ont le privilège de travailler sur différents aspects, déjà même à la fin de leurs études. On leur offre un stage, on les amène en région, puis qu'ils réalisent tout ce qu'ils peuvent faire dans leur profession, qui souvent ils tombent en amour avec la région. On donne la possibilité à nos thanatologues de faire différentes choses comme la direction des funérailles, la rencontre des familles, également faire des transports. Donc, ils ne deviennent pas spécialisés dans une fonction, souvent comme dans les grands centres. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les thanatologues peuvent travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dans les coopératives funéraires, on retrouve des coopératives là, qui font 1500 décès par année, puis d'autres qui en font 100. Fait que c'est sûr que ceux qui en font 100, ils ont une petite équipe, puis les gens qui sont engagés font plusieurs tâches. Donc, ça les oblige à effectivement aller chercher un corps la nuit, travailler une fin de semaine sur 2. Un autre phénomène existe dans le domaine funéraire. Les femmes sont de plus en plus nombreuses. Donc, ils ont aussi, au niveau de leur horaire, à respecter un bébé ou le garçon qui finit l'école, puis il faut aller chercher le garçon. Mais l'entreprise est capable de s'adapter à ça parce que le travail des filles en thanatologie, pour nous autres, est très important. Puis, c'est à nous autres, justement, de faire en sorte qu'ils aiment la région puis qu'ils veulent venir s'installer. Malgré le manque de ressources, les travailleurs du domaine funéraire restent optimistes quant à l'avenir du métier. Laurie Fortin, ATM Nouvelles, Saguenay. Saguenay Swing invite le public à prendre part à la 6e édition du festival Rockabilly 418 qui débute jeudi prochain. Soutenu par Promotion Saguenay, le festival a pour but de faire revivre l'époque du rock'n'roll à la population. Des artistes internationaux et des danseurs de tout le Québec seront à Saguenay pour l'occasion. Le joueur de ligne offensive des Gaillards du cégep de Jonquière, Luc Turgeon, s'est engagé avec les Carabins de l'Université de Montréal. Il est le 4e joueur à sa position à s'engager avec les champions canadiens. Le responsable des sports au cégep de Jonquière, Steve Dufour, a eu de bons mots pour son ancien protégé. Luc, c'est un bon leader dans l'équipe, c'est le fun pour lui. C'est un bon étudiant aussi. Je trouve ça intéressant. C'est un gars qui va aller à l'université, qui va être capable de se développer. Il va sortir avec un métier et un bac. Puis écoute, il jouait quand même à l'équipe qui a gagné la Coupe Vanier l'année passée. Justement, mon collègue Frédéric Marcoux s'est entretenu avec Luc Turgeon plus tôt ce matin. Bonjour Luc. Bonjour Frédéric. Alors hier, ça a été une grosse journée. Comment as-tu vécu ça? Hier, c'était ma 2e visite à l'Université de Montréal pour jouer avec les Carabins. J'ai visité avec les entraîneurs, puis mon grand frère m'a accompagné. Je voulais confirmer certains trucs et finalement, c'est là que j'ai confirmé que j'allais signer et jouer avec les Carabins de l'Université de Montréal à l'université. Puis pourquoi as-tu choisi les Carabins?
Les Carabins, premièrement, c'est une très bonne équipe dans la Conférence Québec. Fait que c'est sûr, c'est quelque chose qui m'intéressait de jouer dans une équipe gagnante. Aussi, les installations, c'est quelque chose de très impressionnant. Quand tu arrives du collégial Dion 3 au cégep de Jonquière, tu arrives à l'Université de Montréal, c'est quelque chose de très gros, puis ils veulent rendre la vie très facile pour leurs joueurs. Puis aussi, c'est le personnel d'entraîneur qui a beaucoup d'expérience, qui veulent gagner. C'est les deux choses les plus principales qui m'ont fait signer. Qu'est-ce qui explique que tu as été capable de percer dans les rangs universitaires? Je pense que c'est la même chose pour tous les joueurs qui se rendent à l'université, c'est le travail. Le football, c'est un peu un mode de vie. On travaille, oui, pendant la saison, mais après, on s'entraîne l'hiver, le printemps, l'été. On pratique, on fait du vidéo, on travaille vraiment fort. Je pense que mes efforts ont été récompensés. Comme joueur de ligne, c'est quoi tes forces? Je suis un joueur qui est pas si gros que ça. Je vais devoir prendre du poids pour le niveau universitaire, mais je suis un joueur qui comprend bien le jeu. Je réussis quand même à être un joueur physique, puis je suis un joueur quand même mobile aussi pour ma position. Donc, c'est des choses qui m'aident. Là, on sait que tu arrives de la Division 3. Donc, c'est quoi tes objectifs à court et moyen terme là, avec les Carabins? Je n'ai pas encore passé aux objectifs. J'ai signé hier, donc c'est encore très tôt, très frais dans l'actualité, si on veut dire. Et pour l'instant, je pense vraiment juste à l'entraînement en salle puis en gymnase. On fait des entraînements de musculation puis d'agilité et de vitesse. Donc, je veux m'améliorer puis arriver prêt. Sinon, je n'ai pas encore pensé à des objectifs pour la première saison. Et là, les Carabins sont champions en titre de la Coupe Vanier. Ça te fait quoi de rejoindre une organisation aussi prestigieuse? C'est sûr, c'est quelque chose d'impressionnant. Quand j'ai visité hier, les joueurs et les entraîneurs ont tous leur grosse bague des champions de la Coupe Vanier. C'est quelque chose d'impressionnant. C'est quelque chose que tu veux aussi obtenir durant ton parcours universitaire. Donc, je pense pas que ça a pesé dans la balance comparativement aux autres équipes. Mais c'est sûr que c'est impressionnant puis c'est quelque chose qui me fait plaisir de participer, de jouer avec eux. Et là, je sais que tu as vraiment beaucoup aimé ton cheminement à Jonquière. Est-ce que ça va te manquer ton parcours avec les Gaillards? C'est sûr, les Gaillards, c'est une famille, c'est une place que j'ai aimée. Puis en plus, vu que je viens de l'extérieur, ils ont réussi à me familiariser avec la région, à me faire des amis et ils m'ont adopté un peu. C'est avec eux que j'ai eu mes premiers amis à Jonquière. C'est sûr que je vais toujours penser aux Gaillards le reste de mes jours. Est-ce que tu comptes demeurer près de l'organisation au cours des prochaines années, un peu comme un mentor? J'aimerais rester près. C'est peut-être la distance qui va peut-être m'en empêcher, vu que Montréal-Jonquière, c'est quand même loin. Le fait que je joue aussi, c'est le plus difficile. Des fois, on voit plusieurs anciens joueurs qui viennent entraîner l'équipe après leur parcours en tant que joueur. Moi, je ne pourrais pas, vu que je vais jouer à l'université. Mais si je suis capable, présentement, je donne un coup de main aux pratiques hivernales, vu que je suis dans la région. J'aide pour entraîner les joueurs, mes anciens coéquipiers, en fait. Et si je suis capable, je vais tout faire mon possible pour les aider. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter là, pour la suite des choses à Luc Turgeon dans son parcours, tant académique, tant sur le terrain ou professionnel dans ta carrière? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Moi, ce que j'ai entendu par des entraîneurs, des fois, ce qu'on veut en tant que joueur de football à l'université, c'est de sortir de là avec un bac et avec une bague. Donc, c'est sûr que je veux gagner à l'université, mais je veux aussi réussir à l'école comme j'ai fait en ATM ici. Donc, je veux sortir de là avec mon bac et avoir du succès aussi au football. Merci beaucoup, Luc. Plaisir, Frédéric. Alors, à toi, Julie. 2 planchistes de Saguenay participeront au championnat du monde junior de la Fédération internationale de ski du 6 au 16 mars à Yabouli, en Chine. Océane Filion, âgée de 16 ans et originaire de Chicoutimi-Nord, compétitionnera dans la catégorie slopestyle, tandis que Lisa Racine, 19 ans de l'Abbé, participera aux épreuves de snowboard cross. C'est ce qui conclut notre web journal pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.